saluto della Facoltà di Giurisprudenza e mio personale a questo prestigioso convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale. Il convegno si è aperto già ieri nei locali affascinanti della Facoltà di Lettere. Prosegue oggi qui da noi, in un ambiente certamente più modesto sul piano dell'apparenza esteriore, ma vogliatelo credere, attento alle voci della cultura del mondo, ricco di curiosità e capace di imparare. Questa piccola facoltà, costruita in una piccola città di provincia ai confini dell'impero, sa apprezzare, vogliatelo credere, lo studio, il concorso di idee, ha voglia di scommettersi e desidera crescere. Il tema che avete scelto, anzi il complesso di temi che va sotto il titolo La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale, si pone con grande attualità all'interno del campo degli studi internazionalistici. A sua volta il diritto internazionale si presenta con crescente urgenza all'attenzione di tutti i giuristi. Il mondo diventa sempre più piccolo e sempre più affollato. Le distanze tra un capo e l'altro della Terra, geograficamente immutate o quasi nei millenni, tendono con modo progressivamente accelerato ad accorciarsi. Noi sappiamo, ed ogni giorno stupisce che non tutti lo avvertano con altrettanta chiarezza, che la convivenza civile ha bisogno di regole. Noi sappiamo che il bisogno di regole cresce con il crescere del numero dei soggetti e del volume delle loro interazioni. Il diritto non è un gioco intellettuale e non è nemmeno un optional, è il fondamento di ogni civiltà. In questo contesto il diritto internazionale è chiamato, forse più di altri settori dell'esperienza giuridica, a giocare un ruolo essenziale per una convivenza pacifica di tutte le donne e tutti gli uomini in tutti gli angoli del mondo. Per questo abbiamo tutti bisogno che gli studiosi del diritto internazionale affinino le loro riflessioni e ci trasmettano il portato dei loro studi. Auguro quindi alla Società Italiana di Diritto Internazionale di proseguire e compiere con serenità i propri lavori. Sono certo che tutti i presenti ricorderanno questo convegno con interesse e spero che si propongano di tornare qui tra noi altre volte in futuro. Uno degli ultimi numeri di Time, esattamente il numero datato 30 maggio, presenta un servizio a due facciate, dal titolo per noi catanesi particolarmente intrigante: 5 Reasons to Visit Catania. Put Sicily's second city first on your list. Le 5 ragioni sono: il mercato del pesce, il teatro romano, l'Etna, la pasticceria Savia, l'opera dei Pupi. A tutti noi piacerebbe anche la facoltà di giurisprudenza che negli anni a venire, se non già oggi, si materializzi una sesta ragione, la facoltà di giurisprudenza, ma si è già materializzata la presenza di una seria comunità di studi, quantomeno di studi giuridici, perché noi solo questo forse sappiamo fare. E questo accadrà, ma soltanto se maestri e amici di altre parti d'Italia e di altri posti del mondo vorranno venire qui ogni tanto a studiare con noi. Ringrazio quindi la Società Italiana di Diritto Internazionale, il suo presidente, il professor Giorgio Gaia, tutti gli intervenuti. Ringrazio il professore Sapienza, che ha voluto ed ha saputo organizzare questo convegno, e tutti i giovani e giovanissimi che gli hanno dato una mano, ed auguro una buona prosecuzione dei lavori. Io ringrazio molto il professor Di Cataldo, illustre giurista e grande amico, preside oggi dalla facoltà, però appunto segnalandogli che non ve ne siete accorti forse, ma già da molto tempo che l'università e la facoltà di giurisprudenza fa parte delle reasons fondamentali per venire a vedere Catania. Allora, il mio compito, oltre che quello di coordinare, il compito che mi è stato affidato è anche quello di fare una breve introduzione di carattere
generale sul rilievo della problematica dei diritti umani rispetto al diritto internazionale privato. Prima di dare la parola ai relatori, avremo 3 relazioni che si occupano dei 3 aspetti che sono probabilmente, almeno a mio giudizio, quelli fondamentali di questa problematica, e poi altre 2 relazioni dedicate a temi più specifici. Io mi limiterò a tracciare brevemente il quadro dello sviluppo storico della problematica dei diritti umani in relazione al diritto internazionale privato. Indicherò rapidamente i settori, le aree principali in cui i diritti umani esercitano la loro influenza e dirò anche qualcosa sulla funzione che i diritti umani esercitano ai fini della regolamentazione dei rapporti internazionali di diritto privato. L'irruzione della problematica dei diritti dell'uomo nel campo del diritto internazionale privato è un fenomeno relativamente recente e che però ha assunto un rilievo molto incisivo in maniera estremamente rapida. E direi che in una maniera che fino a un paio di decenni or sono non era neanche molto facilmente prevedibile, perché per molto tempo è prevalsa negli studi di diritto internazionale privato l'opinione, rivelatasi poi falsa, che l'esigenza di un confronto delle regole di diritto internazionale privato con le disposizioni costituzionali o quelle delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo era non necessaria, per il carattere indiretto della partecipazione delle norme di diritto internazionale privato alla disciplina dei rapporti giuridici sostanziali, perché si diceva le norme di diritto internazionale privato si limitano unicamente a indicare il diritto applicabile, poi è compito del diritto materiale applicabile quello di regolare la sostanza delle relazioni giuridiche, quindi l'incidenza del diritto internazionale privato è puramente indiretta. Tra l'altro anche l'idea che le norme di diritto internazionale privato, provvedendo alla ripartizione dal punto di vista dell'ordinamento del foro delle varie categorie di rapporti giuridici tra i vari ordinamenti, tendenzialmente provvedono a questo compito sulla base di elementi puramente spaziali, la ricerca della localizzazione, come si suol dire, della fattispecie, e quindi questo fatto avrebbe come conseguenza che le norme di diritto internazionale privato sarebbero sostanzialmente neutre rispetto al contenuto sostanziale dei rapporti. Questo della disciplina dei rapporti. Questo mito della neutralità delle norme di diritto internazionale privato cadde molto rapidamente, in pochi anni, sotto i colpi inferti dalle famose decisioni prima della Corte Costituzionale tedesca e poi della Corte Costituzionale italiana, che annullarono tutte le norme del diritto internazionale privato di famiglia, a una, tedesco e italiano, che attribuivano prevalenza nel diritto di famiglia alla legge nazionale dell'uomo rispetto a quella della donna in caso di diversa cittadinanza. E queste decisioni, come tutti sapete, sono alla base anche poi del fatto che pochi anni dopo sia in Germania che in Italia si sentì il bisogno di una riforma organica generale del diritto internazionale privato, quindi esercitarono un impatto molto considerevole. Le discussioni dottrinali che seguirono allora misero in evidenza che non era poi così vero che il diritto internazionale privato, ricordo anche il professor Giardina in Italia aveva scritto un articolo molto bello nel 1974-75 sulla rivista di diritto internazionale privato e processuale su questa questione, quindi diversi anni prima delle 2 decisioni, sia quella tedesca che quella italiana. C'era già la cosiddetta Spanier-Entscheidung che in qualche maniera aveva preannunciato dalla Corte Costituzionale tedesca, aveva ammesso, sia pure incidentalmente, per la prima volta l'idea che anche le norme di diritto internazionale privato potevano essere commisurate ai parametri del diritto costituzionale. Le discussioni dottrinali che seguirono misero in evidenza che non è poi così vero che il diritto internazionale privato è astratto e sganciato rispetto al diritto sostanziale, perché al contrario ne riflette lo spirito della disciplina degli istituti sostanziali si riflette sulle scelte internazionali privatistiche. Comunque il minimo che tutti dovremmo riconoscere, perché è una matter of evidence, è che le norme di diritto internazionale privato collaborano, sia pure insieme ad altre norme, quelle sostanziali, quelle processuali applicabili, e in maniera decisiva alla
efficacia alla permanenza delle situazioni giuridiche sostanziali dei privati attraverso le frontiere, quindi incidono decisivamente sulla disciplina dei rapporti tra privati, sicché è evidente, del resto ormai sembra evidente a tutti, ma 30 anni fa non era così per molti, è evidente che devono essere commisurate naturalmente ai principi gerarchicamente superiori che tutelano i diritti dell'uomo contenuti sia nelle Costituzioni sia nelle convenzioni internazionali. Quindi, anzitutto, l'idea quindi del rispetto dei valori costituzionali. Aggiungo che ancora oggi è facilissimo, secondo me, trovare sia nella legge italiana che in quella francese che in quella tedesca, anche delle norme e anche in alcuni regolamenti comunitari, delle norme che pongono problemi sotto il profilo proprio del principio di uguaglianza, che discriminano, e non solo in base al sesso, perché anche le discriminazioni in base alla nazionalità hanno un rilievo non indifferente in certi casi. C'è poi il ruolo delle convenzioni internazionali, naturalmente. Le convenzioni internazionali in certi paesi anzi hanno un rilievo molto più importante che in altri. Per esempio ricordo la situazione del diritto francese, in cui, come voi sapete, la Costituzione del 1958 non ammette il controllo successivo di costituzionalità delle leggi, mentre l'articolo 55 attribuisce ai trattati stipulati dalla Francia regolarmente una posizione sopraordinata a quella delle leggi, sicché in Francia l'unico controllo possibile di conformità al rispetto dei diritti fondamentali delle norme legislative non è la Costituzione, paradossalmente, ma è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come noi parliamo di controllo di costituzionalità delle leggi, in Francia parlano di controllo di convenzionalità delle leggi, invece. Poi, oltre quindi a questa prima fase, diritti costituzionali, ma in parallelo cominciarono ad esserci primi ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti dell'uomo relativi a questioni di diritto internazionale privato. Oggi il numero di decisioni della Corte che riguardano tutti gli aspetti del diritto internazionale privato formano un corpus molto considerevole che si arricchisce con frequenza enorme. La terza dimensione è il diritto comunitario, il diritto dell'Unione Europea. Per il diritto dell'Unione Europea potremmo dubitare del fatto che tutte le libertà fondamentali, quelle economiche e quelle di circolazione delle persone, stabilite dai trattati, assurgano al rango di diritti fondamentali, però io ritengo che almeno per alcune debba essere per forza così, perché del resto molte delle libertà sancite dai trattati nelle Costituzioni interne hanno proprio il rango di diritti fondamentali. In Germania da molto tempo si ritiene, per esempio, che l'Allgemeines Persönlichkeitsrecht della Costituzione tedesca, che include appunto il diritto al libero sviluppo della persona umana, include anche l'esercizio delle libertà economiche. Certamente quello che è sicuro comunque è che il diritto dell'Unione Europea, dato il suo primato gerarchico, esercita una funzione del tutto analoga a quella che le Costituzioni oppure le convenzioni internazionali nei paesi che ormai sono quasi tutti in Europa, che le pongono in una posizione gerarchica superiore a quella della legge, lo stesso tipo di parametro di confronto in grado quindi di annullare le disposizioni contrastanti. Quindi sono queste le tre basi: costituzionale, diritto dell'Unione Europea e internazionale. Dobbiamo poi aggiungere, non c'è bisogno di ricordarlo, che la stessa Convenzione Europea dei diritti dell'uomo è direttamente efficace nel diritto dell'Unione Europea e quindi gode della doppia tutela giurisdizionale delle due corti, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo. Sulla base di su questa triplice base, la problematica dei diritti umani investe oggi ampiamente tutti, non risparmia, come del resto è giusto naturalmente che non risparmi, nessuno dei tre settori fondamentali del diritto internazionale privato: determinazione del diritto applicabile, competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni estere. E lo fa in quella duplice funzione del diritto internazionale privato. Tutte le analisi dottrinali dedicate al tema che oggi ci occupa hanno messo in evidenza questo dato importante, cioè che tutte le due funzioni fondamentali del diritto internazionale privato, quella di apertura verso l'esterno al fine di rendere possibile la continuità e l'effettività dei diritti delle persone attraverso le frontiere, sia quella verso l'interno e quindi la chiusura al contrario a norme straniere contrarie a valori essenziali dell'ordinamento, sono tutte e due dominate dalla problematica dei diritti fondamentali. E anzi i diritti fondamentali esercitano spesso proprio il ruolo di discrimine tra esigenza di aprire l'ordinamento ai valori giuridici stranieri o esigenza di chiuderlo a fini proprio di difesa dei diritti fondamentali.
C'è poi un'altra cosa importante che è stata messa in risalto da molta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e cioè che i diritti di libertà, che per molto tempo, all'alba della teorica dei diritti dell'uomo, dello studio della teoria dei diritti dell'uomo, venivano considerati come di contenuto puramente negativo, invece ci si è resi conto che non richiedono soltanto dallo Stato un mero dovere negativo di astensione, di astenersi dall'ingerirsi e quindi rispettare le libertà delle persone, ma anche un compito positivo di creare le condizioni con provvedimenti legislativi, amministrativi, giurisdizionali per renderne possibile lo sviluppo. La Corte europea dei diritti dell'uomo questa idea, proprio con riferimento al diritto internazionale privato, l'ha ripetuta molte volte e l'ha espressa, come sapete, per la prima volta nella famosa sentenza relativa al caso Marx, quindi alla fine degli anni 70, nel 1979. Arricchita di questa problematica, di questa dimensione positiva, il problema dei rapporti tra diritti umani e diritto internazionale privato è tutto imperniato proprio sulla dialettica tra obblighi positivi e obblighi negativi dello Stato, che possono qualche volta essere in un rapporto di tensione reciproca. E questo vale per tutti e tre gli aspetti del diritto internazionale privato. Vale per la scelta della legge applicabile, quindi per la soluzione dei conflitti di leggi, perché ci può essere il dovere positivo imposto per esempio dal diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o anche dalle libertà comunitarie, dalle libertà del diritto dell'Unione Europea, che io continuo e credo anche molti di voi a chiamare comunitario, ma non lo possiamo fare più ormai. C'è l'idea che impongono in certi casi il dovere di riconoscere la continuità transnazionale delle situazioni giuridiche, in particolare degli status familiari nel diritto delle persone e della famiglia, anche quando le norme di diritto internazionale privato nel loro funzionamento ordinario non lo consentirebbero, e questa è la tematica alla quale è dedicata la relazione del professor Kinch, che ringrazio di essere venuto da noi. C'è poi il dovere negativo, al contrario, di respingere certe volte i valori che vengono dall'esterno per il motivo che vi dicevo, perché urtano con principi che devono essere rispettati. Questo riguarda soprattutto quel settore del diritto internazionale privato che ormai viene definito dei conflitto de civilisation, non semplici conflitti di leggi, ma conflitti tra visioni della società e del diritto, conflitti tra civiltà, che è il tema al quale è dedicata la relazione della professoressa Campiglia. La stessa dialettica, la stessa tensione tra obblighi positivi e negativi si trova nel diritto processuale, quello che noi in Italia chiamiamo diritto processuale civile internazionale, e cioè per la determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, in cui c'è il dovere positivo di consentire l'accesso alla giustizia nelle situazioni internazionali in condizioni sufficienti, adeguate, e quindi l'obbligo degli Stati di avere una competenza giurisdizionale internazionale delimitata in maniera sufficientemente ampia da consentirlo, ma poi c'è il dovere negativo di risparmiare i fori cosiddetti eccessivi, esorbitanti al convenuto straniero, e quindi di risparmiargli la necessità di doversi difendere all'estero in condizioni disagiate se non c'è un legame sufficientemente forte della lite o della persona dello stesso convenuto con lo Stato. Quindi anche qui c'è la stessa dialettica, e credo che in questa materia l'influenza dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del controllo giurisdizionale che la Corte ne fornisce è stata alla base di parecchi degli sviluppi dell'ultimo decennio o degli ultimi 15 anni in Germania, in Francia e in altri paesi, in cui le Cassazioni rispettive hanno ridimensionato la portata di noti e famigerati fori esorbitanti, come quello previsto per esempio in Germania dal paragrafo 328 della Zivilprozessordnung, oppure quello previsto dall'articolo 15 il privilegio della nazionalità française previsto dal codice anti-Napoleone. Lo stesso succede poi per il riconoscimento delle sentenze straniere. La Corte è stata già da molto tempo e nettamente orientata ad ammettere con fermezza l'idea che per un periodo di tempo non si era riuscita ad affermare che anche il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere è investito dal principio del fair trial, del processo giusto,
stabilito dall'articolo 6. Per molto tempo si era fatto lo stesso discorso che abbiamo visto per le norme di conflitto, cioè non si tratta di decidere dei diritti sostanziali dalle parti, ma semplicemente dell'efficacia della sentenza straniera. Però anche decidere dell'efficacia della sentenza straniera ha molto evidentemente, oggi ci sembra perfino strano che ci sia voluto tanto tempo per accorgersene, un'influenza decisiva sulla tutela dei diritti dalle parti. Recentemente questa idea è stata, per esempio, ho trovato un'espressione importante nella causa Virbica, ammesso che la pronunci bene, contro Croazia, decisa pochi mesi fa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per l'Italia ricordiamo il famoso affare Pellegrini, che ha interessato tanto soprattutto gli ecclesiasticisti. Quindi, come vedete, è tutta la problematica che è investita. Al di là poi dell'influenza che i diritti dell'uomo esercitano su questioni specifiche, e cioè su tutte le questioni specifiche importanti del diritto internazionale privato, c'è poi anche un ruolo che è ancora più pervasivo e di carattere più generale. La dottrina sta cominciando a ravvisare quasi il fondamento principale proprio nella tutela dei diritti fondamentali e quindi della personalità umana, quasi il fondamento principale del diritto internazionale privato, proprio nella tutela dei diritti dell'uomo, perché gli internazionalisti sanno bene che la dottrina classica ha sempre ritenuto che il diritto internazionale generale consuetudinario non obbliga gli Stati ad avere un sistema di diritto internazionale privato che renda possibile in certi casi l'applicazione del diritto straniero e nemmeno a riconoscere in molti casi necessariamente le sentenze straniere. Sapete che il diritto olandese, salvo adesso una serie di legislazioni particolari, per molto tempo non riconosceva mai le sentenze straniere. Al massimo si poteva fare una sentenza olandese sul presupposto di quella straniera. E si diceva il diritto internazionale non obbliga gli Stati ad applicare il diritto straniero, a riconoscere le sentenze straniere. Però invece è proprio probabile che, dato che la tutela dei diritti fondamentali è internazionalmente imposta, che sia proprio invece la tutela dei diritti fondamentali che implica necessariamente per gli Stati di consentire una ragionevole misura di continuità della vita giuridica internazionale delle persone attraverso le frontiere, perché oggi, e a maggior ragione nel mondo globalizzato contemporaneo, è evidente che questo è uno dei presupposti fondamentali per consentire la libera esplicazione della personalità umana. Quindi, a meno che non ci siano giustificati motivi di porre argine alla efficacia transnazionale delle situazioni giuridiche delle persone, fondamentalmente gli Stati sono proprio è una implicazione logica del rispetto della personalità, della dignità e della libertà umana il fatto di dover creare delle condizioni favorevoli per offrire questa possibilità alle persone. E questo mi sembrano i dati essenziali del problema. Vi ringrazio dell'attenzione e allora adesso darei la parola al professor Kinch, che è il nostro primo relatore. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce qui m'a valu l'invitation de parler aujourd'hui à l'invitation de la CIDI dans cette ville magnifique et dans cette faculté de droit encore plus magnifique, c'est le sujet que M. Davy a choisi pour moi, à savoir les droits de l'homme et la reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales. Je me concentrerai, puisqu'on ne peut pas en 20 minutes ou 30 minutes parler de tous les droits de l'homme, je vais me concentrer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. M. Davy a dit dans son introduction qu'il y a à la fois dans la jurisprudence de la Cour un aspect négatif. La reconnaissance de certains jugements est interdite. C'est l'affaire Pellegrini contre Italie qui l'illustre. L'Italie avait à tort, selon la Cour, reconnu un jugement ecclésiastique qui méconnaissait le droit au procès équitable. Mais il y a aussi une obligation positive de reconnaître, dans certains cas au moins, des jugements ou, comme nous le verrons, sans doute également d'autres situations en matière extra-patrimoniale, en matière personnelle et familiale, mais on peut également penser que cette jurisprudence peut s'étendre au-delà à des jugements ou à des situations patrimoniales. Donc c'est une jurisprudence potentiellement très importante et qui, dès à présent, a connu plusieurs applications. Il y a quelque chose comme 5 ou 6 arrêts ou décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Si je vous présentais 5 ou 6 arrêts ou décisions, cela me prendrait 2 ou 3 heures. Donc je ne vais pas faire cela. Je vais présenter à partir de 2 arrêts. D'une part, l'arrêt Wagner contre Luxembourg de 2007
et d'autre part l'affaire Negrepontis contre Grèce de 2011, un arrêt qui date d'un mois et demi, donc du 3 mai 2011. L'arrêt Wagner étant un arrêt vraiment fondamental et l'arrêt Negrepontis étant une intéressante application de la solution de l'arrêt Wagner. Alors, l'affaire Wagner contre Luxembourg est vraiment le fondement de la jurisprudence en la matière et permettrait bien de montrer comment raisonne la Cour européenne des droits de l'homme. Étant donné que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui exerce un contrôle concret et non pas abstrait, qui n'est pas du tout comme la Cour de justice de l'Union européenne qui répond abstraitement à des questions abstraites qui lui sont soumises, mais au contraire qui condamne ou qui refuse de condamner sur base d'une analyse concrète des situations, il faut partir des faits. Il faut partir des faits de l'arrêt Wagner. Donc je vais commencer par un exposé des faits. Sinon, la discussion serait complètement vaine et en fait risquerait d'être fausse. Parce que si on prend l'arrêt Wagner comme signifiant quelque chose d'abstrait, là on lui donne une portée, je pense, erronée. Alors les faits sont les suivants. Madame Wagner est une dame célibataire au Luxembourg qui aime les enfants et qui avait déjà adopté un ou deux enfants et qui voulait adopter un autre enfant. Elle voulait l'adopter plénièrement, puisqu'à Luxembourg, deux sortes d'adoption, adoption simple, adoption plénière. Alors l'adoption plénière, malheureusement pour Madame Wagner, est interdite en droit luxembourgeois aux célibataires. Le droit luxembourgeois est à cet égard un droit qui est un peu moins avancé que la plupart des autres droits de l'Europe, puisqu'il réserve l'adoption plénière à des couples mariés, pour des raisons qui ont été définies dans la jurisprudence de notre Cour constitutionnelle comme étant des raisons légitimes qui tiennent au fait que les deux membres d'un couple marié sont deux titulaires de l'autorité parentale et peuvent mieux s'occuper d'un enfant que les célibataires. Bon. Raison parfaitement valable certainement pour les adoptions d'enfants luxembourgeois, parce qu'il n'y a presque pas d'enfants luxembourgeois à adopter. C'est pourquoi tous les luxembourgeois qui ont besoin d'adopter un enfant vont à l'étranger. Madame Wagner le faisait aussi. Alors elle avait trouvé un pays qui accepterait de lui confier un enfant pour adoption plénière. Un pays qui ne verrait pas les choses comme les voit le Luxembourg. Et c'était le Pérou. Donc elle a adopté un enfant péruvien, mais elle a fait, et ça c'est un élément de fait extrêmement important, elle avait fait, non pas par volonté de veiller coûte que coûte à faire reconnaître cette adoption, mais elle avait fait en se renseignant au préalable sur la possibilité de la reconnaissance d'adoption. Donc elle savait qu'il y avait peut-être un problème. Donc elle était allée au préalable voir l'officier d'état civil de la ville de Luxembourg et lui disait « Si j'adopte un enfant au Pérou, est-ce que l'adoption sera reconnue ?» Et la réponse de l'officier d'état civil avait été, bien sûr, au Luxembourg, on reconnaît tous les jugements d'adoption. Il n'y a jamais de difficulté. Donc, bon, elle assurait que l'adoption serait reconnue. Elle est allée au Pérou, elle a adopté un enfant, en vertu d'un jugement péruvien. Et puis, quand elle a voulu demander une carte d'identité pour son enfant, on a dit, mais est-ce que vous avez obtenu l'exéquatur du tribunal ? Elle a dit non, puisque l'officier d'état civil m'avait dit qu'il ne fallait rien, qu'il fallait simplement que tous les jugements seraient reconnus. Mais là, le ministère de la Justice a dit c'est faux. L'officier d'état civil ne connaît pas le droit. Le droit, c'est que les jugements d'adoption doivent être vérifiés. Il est préférable que vous demandiez l'exéquatur. Alors elle a demandé l'exéquatur, c'est à quoi elle ne s'attendait pas au départ. Et son exéquatur a été refusé. Pourquoi ? Parce que à l'époque, ce n'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, en droit français et en droit luxembourgeois, l'époque c'était 2005, en droit français et en droit luxembourgeois, il existait une condition de reconnaissance des jugements étrangers qui était que la loi appliquée par le juge étranger doit être la même que celle qui aurait été appliquée si le juge luxembourgeois ou le juge français avait été saisi. Donc il fallait une identité des lois appliquées et de la loi applicable selon le droit national privé du pays de la reconnaissance. Et là, Madame Wagner ne répondait pas, le jugement de Madame Wagner ne répondait pas à ces critères. Le droit national privé luxembourgeois déclarait applicable le droit luxembourgeois à la possibilité d'adopter un enfant, donc aux conditions dont le chef de l'adoptant. Madame Wagner est luxembourgeoise, le droit luxembourgeois s'applique et le droit luxembourgeois n'admet pas l'adoption par une célibataire.
Ce qui signifie qu'après un très long procès qu'il a mené donc devant le tribunal, la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, son adoption a été, la reconnaissance de son adoption a été refusée. Puisqu'il y a toujours une voie de recours en Europe, elle introduit un recours à Strasbourg et elle obtient gain de cause. Elle obtient gain de cause. Luxembourg est condamné parce que les droits de l'homme de Mme Wagner ont été méconnus. Quels droits de l'homme? Alors, d'une part, l'article 8, le droit à la vie familiale. D'autre part, l'article 8, en combinaison avec l'article 14, la non-discrimination dans la jouissance des droits par ailleurs reconnus par la Convention. Pour quelle raison? Alors, l'article 8, le raisonnement sur l'article 14, discrimination, est en fait calqué sur le raisonnement relatif à l'article 8, donc je parlerai de l'article 8. L'article 8 a été méconnu pour deux raisons qu'il faut bien distinguer. D'une part, parce que Mme Wagner a agi en fonction d'une croyance légitime que son adoption serait reconnue. Elle a agi en fonction d'une croyance légitime que l'enfant dont elle obtiendrait l'adoption au Pérou serait reconnu comme étant son enfant au Luxembourg. Eh bien, cette attente légitime a été frustrée du fait de l'attitude des tribunaux luxembourgeois, mais ça n'est pas suffisant. Cela c'est une ingérence dans une vie familiale qui existe dès à présent, en vertu du jugement péruvien, mais aussi en vertu des suites. Mme Wagner a pu prendre l'enfant, alors elle a pu l'amener au Luxembourg, donc elle a vécu avec l'enfant comme étant sa fille. Il y avait une vie familiale de facto, non reconnue en droit luxembourgeois, mais qui existe de facto. Alors ça, c'est la première raison. Donc il y avait une vie familiale réelle en fonction du comportement de Mme Wagner, qui était un comportement de bonne foi. L'ingérence, deuxième raison, était une ingérence qui s'avérait disproportionnée par rapport aux raisons que pouvait offrir le gouvernement luxembourgeois à l'appui de la non-reconnaissance. Les raisons offertes par le gouvernement luxembourgeois étaient que l'application du droit luxembourgeois s'imposait et parce que, comme l'a dit la Cour constitutionnelle luxembourgeoise, il vaut mieux adopter un enfant comme couple marié plutôt que de l'adopter comme célibataire. Là, la Cour a répondu, ce n'est pas là la question, ce n'est pas une question abstraite, c'est une question concrète. Cet enfant-là, il n'y avait pas de couple marié qui voulait l'adopter. Cet enfant-là avait un intérêt à être adopté par Mme Wagner. L'alternative aurait été que l'enfant ne soit pas adopté du tout. Parce que si au Luxembourg, il y a peut-être 10 couples mariés pour un enfant, pour adopter un enfant luxembourgeois, au Pérou c'est l'inverse. Il y a 10 enfants et un célibataire ou un couple marié qui voudra bien l'adopter. Donc la situation était différente. L'intérêt concret de cet enfant était d'être adopté et les raisons du droit luxembourgeois ne sont pas manifestement valables puisque la position du droit luxembourgeois est une position minoritaire en Europe. Ça c'est important aussi. Donc la Cour a dit que seuls quelques États européens connaissent encore cette interdiction de l'adoption plénière par les célibataires. En revanche, et donc c'est pour cette raison-là qu'il y a violation. Il y a d'une part ingérence dans une situation de vie familiale de fait, et d'autre part des raisons qui n'étaient pas suffisantes, qui n'étaient pas proportionnées au regard de la gravité de l'ingérence. En revanche, dit la Cour, dans d'autres situations, nous aurions validé le refus de la reconnaissance, par exemple en cas de trafic d'enfants. Donc si Mme Wagner avait été voir un réseau de trafic d'enfants, qu'il aurait procuré un enfant, qu'il aurait pu acheter au Pérou, là, la non-reconnaissance aurait été légitime, mais ce n'était pas là la raison. La raison était tout simplement l'application abstraite d'une règle de conflit luxembourgeoise, une règle de droit matériel luxembourgeois qui n'est pas proportionnée par rapport à la situation. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de l'arrêt Wagner? Première conclusion, il est clair que la Cour européenne des droits de l'homme, ici, force un État contractant, Luxembourg, à déroger aux règles ordinaires des droits nationaux privés. Les règles ordinaires des droits nationaux privés ont été évidemment bien appliquées par les tribunaux luxembourgeois et signifient que la reconnaissance d'adoption était exclue. Cela
est un premier fait qu'il faut retenir. Mais deuxième fait, intéressant ici, c'est que les droits de l'homme qui étaient en cause n'étaient pas des droits de l'homme procéduraux. Ce n'était pas le droit au procès équitable, qui pourrait peut-être servir de base aussi à une obligation de reconnaître les jugements étrangers, et qui servira de base, comme nous le verrons dans l'affaire Negropontis contre Grèce. Mais ici, Wagner n'invoque pas encore le droit au procès équitable. C'est une question de droit de l'homme substantiel, du droit à la vie familiale, qui a été méconnu. Mais dans l'arrêt Negropontis, vous le verrez, la Cour invoque tous les droits, y compris le droit à la reconnaissance effective des jugements. Ici, non. Autre chose qu'on peut dire au niveau simplement de l'analyse de l'arrêt, c'est que l'arrêt concerne la reconnaissance d'une situation, mais d'une situation qui a été consacrée judiciairement. Techniquement, c'était une affaire de reconnaissance d'un jugement péruvien. Une différence entre la reconnaissance d'un jugement et la reconnaissance d'une situation qui aurait été acquise autrement que par jugement et qui aurait sans doute été jugée par les tribunaux luxembourgeois par application pure et simple de leurs règles de conflit. Mais il n'est pas exclu d'étendre cette jurisprudence à la reconnaissance des situations. En Angleterre, il y a un arrêt qui appliquait la même idée à propos d'une adoption aussi, mais une adoption religieuse parmi les Sikhs indiens, et une adoption religieuse qui se fait sans jugement. Donc un arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre a appliqué cette logique à la reconnaissance d'une adoption sans jugement, adoption indienne qui se fait sans jugement, en termes d'une cérémonie religieuse mais sans jugement. Donc c'est la même logique qui peut parfaitement s'appliquer. Et par exemple, on sait que les militants homosexuels en France cherchent à trouver un cas qu'ils pourraient présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'abord devant le tribunal français. Ils cherchent que des homosexuels français qui auront l'occasion de se marier aux Pays-Bas ou en Belgique reviennent en France et demandent l'inscription dans les registres d'état civil, qu'on le refusera vraisemblablement, et se prévalent ensuite la jurisprudence Wagner en disant « Eh bien, nous étions de bonne foi, en nous mariant à Amsterdam et en croyant être mariés, alors on arrive ici et les tribunaux français nous disent qu'ils appliquent leurs règles de conflit classiques, application de la loi nationale. Le droit français ne connaît pas le mariage homosexuel, donc le mariage homosexuel n'est pas valable. Eh bien, cette solution-là contrevient à l'arrêt Wagner contre Luxembourg. Donc on peut le lire, mais ce n'est pas encore une réalité, il n'y a pas encore de jurisprudence. Donc ce genre d'extension est parfaitement possible. Ce qui ne signifie pas que le cas des deux homosexuels qui sont peut-être allés à Amsterdam par militance, pour faire un beau procès, sera nécessairement résolu de la même manière que l'affaire Wagner. Donc je ne suis pas sûr qu'ils obtiendront gain de cause. Alors, d'où la question suivante, est-ce que l'arrêt Wagner est un argument pour le changement de paradigme vers la méthode de la reconnaissance telle qu'elle existe, ou telle qu'elle est promue parfois, c'est-à-dire une méthode qui consiste à dire qu'il faut cesser d'appliquer nos règles de conflit de loi à des situations qui ont été acquises à l'étranger. Il ne faut pas appliquer nos règles de conflit à la reconnaissance, mettons, d'un mariage homosexuel de deux Français à Amsterdam. Il ne faut pas dire que le droit français doit s'appliquer, non. Il faut reconnaître cela comme étant un mariage valable au regard du droit national privé néerlandais, reconnaître les résultats de l'application du droit national privé néerlandais et peut-être le confronter seulement à l'ordre public. Est-ce que il y a cette proposition doctrinale en France, c'est la dernière mode en tout cas. Est-ce que l'arrêt Wagner est inspiré par la même idée? Alors en partie oui, mais ce n'est pas une application pure et simple de cette méthode-là. Parce que cette méthode-là fait abstraction de l'élément de confiance légitime. C'est une méthode, elle aussi abstraite, qui consiste tout simplement à dire qu'en raison du fait que la situation a été acquise à l'étranger, les règles de conflit du fort, de la reconnaissance, ne s'appliquent pas. Ce n'est pas cela que dit l'arrêt Wagner. Donc l'arrêt Wagner est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt qui travaille à partir d'une situation concrète. Je ne pense pas, je ne suis pas prophète, peut-être que la Cour ira jusque-là, mais je ne pense pas qu'elle ira jusqu'à dire que c'est le point de vue de l'État d'origine
d'un jugement ou d'une situation qui est seul déterminant et qu'il est nécessaire de toujours reconnaître le point de vue de l'état d'origine de la situation. Évidemment, cette idée-là existe, c'est l'idée qui est à la base de la théorie de la reconnaissance. C'est une idée qui est très forte en droit de l'Union européenne. Mais le droit de l'Union européenne est un droit à logique fédéraliste. La Convention européenne des droits de l'homme n'est pas ça. Elle règle une situation entre Luxembourg et le Pérou. Il n'y a pas de fédération entre les deux cas, les deux pays. Le droit de l'Union européenne repose sur cette idée. Le principe de l'état d'origine est un principe général plus ou moins valable en droit de l'Union européenne. Le règlement Bruxelles I repose sur cette idée-là, le règlement Bruxelles II repose sur cette idée-là, mais la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à mon avis, ne repose pas sur cette idée-là. Elle repose sur la protection de la confiance légitime. Donc ce qui est essentiel, c'est que Mme Wagner avait une confiance légitime en raison d'un mauvais comportement de l'administration, mais une confiance légitime, et qu'on a protégé cette confiance légitime. Alors, l'élément mauvais comportement de l'administration, mauvais renseignement donné est un élément très extraordinaire. Mais il peut évidemment y avoir d'autres raisons d'avoir une confiance légitime. En raison des relations qui existent entre la personne et l'état d'origine. Maintenant, pour les homosexuels français, si ce sont deux homosexuels français qui ont vécu depuis 15 ans aux Pays-Bas, là, le fait de se marier aux Pays-Bas est quelque chose de naturel. Et on peut effectivement faire une grande confiance dans la stabilité de son lien matrimonial. Donc une situation comme celle-là pourrait être invoquée comme constituant une confiance légitime. À l'inverse, une situation qui consisterait à partir aux Pays-Bas en se faisant filmer par les caméras de télévision. Nous partons aux Pays-Bas, vous verrez, nous reviendrons mariés, revenir mariés et dire nous sommes maintenant mariés, nous allons au tribunal. Là, ce n'est pas une confiance légitime et je ne pense pas que ce comportement-là serait protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un raisonnement concret sur base de confiance légitime, mais qui, lorsque la confiance légitime est là, exige effectivement qu'il y ait de fortes raisons pour ne pas reconnaître ce qui a été fait à l'étranger. Alors je passe au deuxième arrêt que je pourrais exposer plus brièvement, qui est l'arrêt Negrepontis. Negrepontis contre Grèce, 2011, qui illustre précisément un cas comme cela. Un cas où l'administration grecque n'avait pas mal fonctionné, mais où les liens avec l'état d'origine du jugement étaient réels et où la Grèce a essayé de faire valoir de bonnes raisons contre la reconnaissance. Negrepontis contre Grèce concerne, alors lui aussi, un cas extraordinaire, mais les cas réels sont les plus extraordinaires. C'est la vie qui écrit les cas les plus extraordinaires, c'est pas les romanciers. Alors, Negrepontis contre Grèce concerne un cas où un moine orthodoxe, un évêque, donc dans l'Église orthodoxe, les prêtres peuvent se marier et peuvent avoir des enfants, mais les moines non. Et les moines sont les seuls qui peuvent devenir évêques. Alors Negrepontis était une personne apparemment célèbre selon l'arrêt. C'était un moine grec, un évêque de l'Église orthodoxe, mais qui était responsable de l'Église orthodoxe à Detroit, au Michigan, donc aux États-Unis. En tant que tel, il avait un neveu. Il avait plusieurs neveux, mais l'un des neveux était son neveu préféré. Le neveu étudiait aux États-Unis. Et il a des liens presque filiaux se sont construits entre les deux. Et le moine a eu l'idée d'adopter son neveu. Au regard du droit, par application du droit américain. Ce qu'il a fait pour que le neveu puisse s'occuper de lui, pour qu'il puisse s'occuper du neveu. Donc les bonnes raisons d'une adoption. Et pour que le neveu puisse à son décès hériter de lui. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, le juge américain prononce l'adoption par application du droit de domicile. Le droit du Michigan ne prévoit évidemment aucune interdiction de ce type d'adoption. Le droit du Michigan ne réserve pas l'application des règles de l'Église orthodoxe grecque. Mais ces règles-là existent. Alors au décès du père adoptif qui s'était occupé de manière exemplaire de son fils adoptif, pendant 15 ans il était venu chaque année lui rendre visite pendant plusieurs mois en Grèce. Au décès du père adoptif, litige successoral entre le neveu et ses oncles et ses tantes. Le neveu revendique l'intégralité de l'héritage, puisque le fils adoptif.
les tantes et les oncles disent tu n'es pas le fils adoptif, tu n'es que le neveu, nous allons hériter aussi. La Cour de cassation grecque décide de ne pas reconnaître le jugement d'adoption américain comme étant contraire à l'ordre public grec. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'article 3 de la Constitution grecque réserve la primauté de l'Église orthodoxe grecque. C'est donc une raison pour appliquer les règles du droit ecclésiastique. Et parmi les règles du droit ecclésiastique figurent un certain nombre de conciles, donc des conciles du 7e et du 9e siècle, qui lient également l'Église catholique. Mais en Grèce ont une force supérieure civile, et ces conciles-là ont interdit tout acte civil aux moines, y compris l'adoption. L'adoption par les moines est interdite. Le mariage est interdit, l'adoption aussi. Raison pour la Cour de cassation grecque de dire on ne va pas reconnaître cette adoption. Des juges dissidents mettent un arrêt dissident, une opinion dissidente en disant ça ne peut pas être vrai. En 1982, l'État grec a décidé de reconnaître la possibilité pour les moines de se marier. Et donc, il n'est pas vrai que les règles de l'Église orthodoxe grecque puissent avoir une telle force, mais la majorité de la Cour de cassation a dit si, la permission donnée aux moines de se marier ne concerne qu'un cas, eh bien c'est une exception. La règle générale est que les règles de l'Église orthodoxe grecque ont la force des règles d'ordre public international. M. Negripontis fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui lui donne raison. Elle lui donne raison à la fois sur le fondement de l'article 8, comme dans l'arrêt Wagner, et sur le fondement de l'article 6. Donc, elle dit qu'il y a un droit à l'exécution effective des jugements, même étrangers. Avant l'arrêt Negripontis, cette solution-là avait été formulée par un autre arrêt Hornsby contre Grèce, Hornsby, pour les jugements grecs. Un jugement grec doit être exécuté en Grèce. Ici, c'est une extension importante vers des jugements étrangers. Donc le seul fait qu'un jugement ait été prononcé signifie que Negripontis a le droit d'obtenir l'exécution effective de ce jugement. Donc une règle très importante. Évidemment, on peut, s'il y a une interférence, on peut faire valoir des raisons de ne pas reconnaître, mais ces raisons doivent être bonnes et proportionnées. Et cette raison-là qu'avait donnée la Cour de cassation grecque n'était ni bonne ni proportionnée. L'ordre public international grec, qui se reposerait sur des canons du 7e et du 9e siècle, c'est un ordre public qui n'est pas conforme aux conceptions européennes. Donc depuis 1982, les moines peuvent se marier. Pourquoi ne pourraient-ils pas adopter un enfant ? La Cour européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas le raisonnement de la Cour de cassation grecque. Elle donne raison aux juges dissidents, mais elle ne donne pas raison à la majorité. Bon, très brièvement, 2 minutes encore, après je céderai la parole. Les conclusions qu'on peut tirer de l'arrêt Negripontis, d'abord, conclusion importante, c'est le droit au procès équitable, qui peut également servir de base à la reconnaissance, mais à condition que ce soit un jugement qui a fondé la situation. Évidemment, une situation qui n'est pas fondée sur un jugement, sa reconnaissance ne peut pas se fonder sur le droit au procès équitable, c'est clair. Et deuxièmement, l'ordre public, eh bien l'ordre public est maintenant susceptible de contrôle européen. Le contrôle européen de l'ordre public, la Cour européenne des droits de l'homme qui se réserve le droit de vérifier si l'ordre public grec est une raison suffisamment forte pour refuser la reconnaissance d'un jugement et qui se réserve la possibilité de dire non, ce n'est pas une raison suffisamment forte. L'ordre public change donc en Europe visiblement de nature. L'ordre public en 1900 était la dernière réserve de la souveraineté nationale en droit national privé. Le droit national privé pouvait dire ce qu'il voulait, l'ordre public était toujours là pour, au besoin, refuser la reconnaissance des lois étrangères et des jugements étrangers. Maintenant, c'est vrai uniquement sous réserve de contrôle européen. Donc, l'arrêt Negripontis peut être comparé à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui soumet l'ordre public aussi à un contrôle européen. Il y a un arrêt assez récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle Sein-Wittgenstein, de décembre 2010, qui concernait un cas de, je ne vais pas le raconter ici parce que ça prendrait trop de temps, qui concernait un cas de non-reconnaissance en Autriche du nom obtenu par une Autrichienne, qui était un nom de, s'appelait Fürstin von princesse de Sein-Wittgenstein, un nom qui est anathème aux yeux du droit autrichien parce qu'il y a l'interdiction constitutionnelle en Autriche de porter un nom qui comporte une particule, von,
et surtout de porter un nom qui comporte un élément comme princesse. Et là, la Cour de justice avait dit, c'est bon, on reconnaît cette raison-là, parce que c'est une application un peu particulière d'un principe commun à l'Union européenne, à savoir le principe d'égalité. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, ici, fait à peu près la même chose, simplement le résultat est négatif. Elle constate que le fait de refuser aux moines d'adopter des enfants est quelque chose de si extraordinaire que même en Grèce c'est contesté, que la Cour de cassation la Cour de cassation grecque, était divisée sur la question. Et elle a donc la possibilité de dire, ce qu'elle a dit, que l'invocation de cet ordre public est une invocation d'ordre public arbitraire et donc non valable au regard du droit européen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur base d'une approche un peu casuistique, mais cette approche un peu casuistique est l'approche même de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie. Grazie professeur Kinch. Je voudrais vous poser une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser hier soir, c'est-à-dire est-ce que cette règle d'après laquelle le jugement étranger doit respecter la règle de conflit du fort et qui a été par ailleurs récemment abandonnée par la Cour de cassation française a survécu au Luxembourg à l'arrêt Wagner? Non, elle n'a pas survécu. Évidemment, donc au Luxembourg, on respecte les arrêts des cours européennes. Donc cette règle-là existait lorsque l'affaire Wagner est née, mais après l'arrêt Wagner, elle a été abandonnée pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y avait l'arrêt Wagner et qu'on constatait que le fait de poursuivre dans cette logique-là mènerait à d'autres condamnations. Et d'autre part, la Cour de cassation française avait, pendant que l'arrêt Wagner était en cours d'instruction devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation française a en 2007 abandonné cette règle. Et donc notre tribunal, notre cour d'appel aussi. Notre cour d'appel dit la Cour de cassation française a abandonné cette règle, par ailleurs fragilisée par l'arrêt Wagner, et donc nous l'abandonnons aussi. Donc aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir une autre affaire Wagner au Luxembourg. Merci bien.